Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Stéphane Cozzo. On va vous parler de communauté et de business. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va parler de l'importance du rôle des communautés aujourd'hui dans les business, comprendre le rôle des communautés, comment construire une communauté de zéro, engager et animer une communauté et enfin monétiser et mesurer le retour sur investissement d'une communauté. Voilà, donc j'ai Stéphane ici avec moi qui est community manager chez Canva, qui s'est pris de passion sur cette thématique. Il a trouvé en fait son propre ikigai sur ce sujet et il a donc fait de multiples interventions et a beaucoup étudié le sujet et va nous apporter aujourd'hui beaucoup de valeur sur cette thématique. C'est un vrai levier aujourd'hui de développement d'entreprise. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux de faire cette vidéo pour ma chaîne. Je vous invite, avant d'attaquer, vous avez ma liste email privée à laquelle vous pouvez vous inscrire pour pouvoir accéder à des opportunités d'investissement. Vous avez aussi mon Telegram si vous voulez me suivre plus d'une manière proche au quotidien. Abonne-toi, like, partage la vidéo. Merci pour pour remercier pour le travail que nous effectuons ici aujourd'hui. Vous avez la timeline de disponible si vous voulez directement aller sur certains chapitres. Et je vous rappelle qu'avec YouTube, vous pouvez aussi écouter les vidéos en accéléré. Stéphane, après cette introduction, j'ai rapidement parlé de toi. Est-ce que tu veux bien te présenter brièvement et nous dire voilà, ce que tu fais chez Canva et qu'est-ce qu'est Canva aussi comme entreprise pour moi je les connais très bien parce que j'utilise très fréquemment leurs outils mais pas tout le monde connaît cette très belle boîte donc je te laisse la parole. Ouais, alors bah écoute, pour me présenter, je vais faire très très rapide, hein, donc je suis papa de trois enfants, je vis à Valbonne dans le sud de la France, à côté de Cannes. Je suis multi-entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises au cours de ma carrière et j'ai eu aussi des profils d'intrapreneur. Donc, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, soit dans de la création pure et dure d'entreprise, soit dans de l'intrapreneuriat. Donc, entrepreneuriat, c'est venir vraiment s'intégrer dans un écosystème existant et participer à la croissance rapide d'une entreprise, que ça soit dès le début en tant que A-player ou déjà voilà, dans un stade plus avancé. Et là, c'est le cas pour Canva. Donc, Canva recherchait depuis 1 an et demi un mouton à cinq pattes, une personne qui avait des années d'expérience dans l'éducation supérieure. Donc, moi, j'ai été 8 années directeur marketing et communication de l'Université de Monaco et un profil aussi entrepreneur et avec une culture sur le monde du design, puisque Canva, pour ceux qui connaissent pas, Canva est l'application qui a dominé le marché mondial sur la facilitation de la création graphique. Donc la mission de Canva, c'est de venir démocratiser le monde du graphisme qui était jusqu'à ce jour réservé à une certaine élite qui utilisait Adobe, Photoshop, Illustrator et InDesign. Et il y a eu un constat de se dire il y a 10 ans que le monde du design et le besoin de pouvoir communiquer visuellement ne devrait pas être réservé qu'à une certaine élite. Et donc, est venue se créer la vision de Canva par Mélanie Perkins, qui était enseignante en fait de Adobe à l'université de Sydney. Et voilà, et aujourd'hui, c'est 150 milliards de créations créées par Canva. Et puis, un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars annuels et une implémentation dans 190 pays dans le monde. Et donc, voilà, j'ai commencé ma mission le 6 février de cette année avec un cahier des charges d'accélérer le développement de Canva sur la francophonie mondiale parce que les marchés étaient arrivés à maturité. Et le deuxième critère du cahier des charges, c'était de contribuer à la croissance de Canva par la communauté. Donc, ce qu'on appelle une Community-led Growth Strategy. Et donc, j'ai découvert que c'était un petit peu le résumé de ma carrière et que c'était surtout comment dire, la combinaison de beaucoup de compétences que j'avais acquis sur le tas, en fait, que ça soit du leadership, que ça soit de la prise de parole en public, que ça soit de l'animation de groupe, donc ces compétences que j'avais pu acquérir à travers le monde de l'enseignement ou à travers le monde du coaching avec mon entreprise Alma. Et donc, il y a des fois des évidences comme ça, comme en
rencontre son âme sœur pour créer une relation de couple. Ben, il y a des sociétés qu'on peut appeler des sociétés de cœur comme ça, où voilà, le système de valeurs et le besoin qu'ils avaient correspondait, mais alors parfaitement à mon expérience. Et la talent manager qui m'a recruté, ben, voilà, je la remercierai vraiment jamais assez parce que c'est vraiment, vraiment un match parfait entre l'entreprise et mon champ de compétences. Excellent. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Si jamais vous voulez d'ailleurs suivre Stéphane, si vous voulez pousser plus loin les informations sur cette thématique, je vous invite à le rejoindre sur LinkedIn. Je mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et on va donc attaquer sur la première partie de cette vidéo qui est de comprendre le rôle des communautés. Alors, première question déjà, qu'on avait déjà évoqué ensemble et en fait, il y a que ça quelques semaines, je discutais avec Alec Henry où il parlait lui de communauté et en fait je me suis rendu compte qu'il parlait d'audience. Et donc, la première question va être, ok, en quoi une communauté est différente justement d'une audience? Oh, oui, bah, excellente question, c'est un peu ma punchline. C'est une audience n'est pas une communauté. Petite anecdote là-dessus, j'ai organisé une table ronde sur ce sujet et il y a quelqu'un qui est venu donner un exemple, une social media manager qui est venu donner un exemple qui était magnifique. C'était une influenceuse qui avait, je crois, 2 millions de followers et qui a eu l'idée de vouloir vendre un t-shirt. Et elle a vendu 3 t-shirts. Et donc ça qui est vraiment le signal qu'on a une audience et pas une communauté. Donc, pour moi, en fait, alors, ce que je veux préciser aussi, c'est que l'état de l'art au niveau de du renforcement communautaire et de l'art du community building est très, très nouveau. Donc, il n'y a pas encore de définition du métier, il n'y a pas encore vraiment de fédération officielle. Donc, je peux pas m'appuyer, en fait, sur des définitions qui font référence, mais je vais m'appuyer vraiment sur mon expérience métier et ce que j'ai pu observer et ce que j'ai pu aussi venir challenger auprès d'autres community builders ou community stratégistes avec lesquels je dialogue et j'échange. Donc, pour moi, vraiment, la différence entre une audience et une communauté, le numéro un, vraiment, c'est le sense of belonging. Donc, vraiment, le sentiment d'appartenance qui va se mesurer comment? Eh bien, en fait, ce sentiment d'appartenance va créer énormément de réactions au niveau de la communauté. Et alors, moi, il y a une règle dont je ne démords pas, c'est que tant qu'on n'a pas dépassé 60% de notre contenu UGC, donc User Generated Content, c'est-à-dire créé par nos propres utilisateurs, on n'a pas une communauté. On n'a pas atteint le niveau magique de la communauté. Et pour moi, une communauté, quand elle est réussie, elle ne demande quasiment plus d'effort, d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'état de flow et la communauté va tourner par elle-même et je peux partir 3 semaines en vacances, un mois en vacances et je vais la retrouver sensiblement dans le même état. Donc, je vais pouvoir la piloter de manière distante. Donc, je dirais que la meilleure communauté qui puisse exister devrait pouvoir se passer de community builder. D'accord, donc effectivement, l'ultime version, évolution ou forme de la communauté, c'est celle où il n'y a pas d'animateur. Elle s'auto-alimente et s'auto-anime toute seule, quoi. C'est ça, exactement. Ce Intéressant. qu'on a pu voir, il faut savoir que le métier du community building vient du gaming. Donc, les premières communautés à se créer, en fait, ont été créées par les jeux vidéo. Et aujourd'hui, donc, les communautés qui sont hyper actives au niveau de l'industrie des jeux vidéo se modèrent par elles-mêmes. Ils viennent créer des noms, en fait, de communautés. Ils viennent créer tout un univers, en fait, autour de la communauté. Et c'est bien souvent, en fait, même tout cet imaginaire et cette intelligence collective qui va donner naissance à des versions 2 de jeux, des upgrades de jeux, des versions 3 de jeux. Euh, Là, je donnais une conférence au Quest Group la semaine dernière. C'est au 32, petite anecdote, 32e étage de l'Arche de la Défense à Paris. Donc, ils ont toute l'aile, ils ont tout le plateau et c'est une business school spécialisée dans l'industrie du gaming. Et donc, voilà, je suis venu leur poser ces questions-là et c'est incroyable
le sentiment communautaire de tribu, c'est-à-dire que ça va jusqu'à attention, moi j'appartiens à la communauté de tel jeu vidéo, je ne te parle pas parce que toi tu appartiens à la communauté en fait de tel jeu vidéo, donc ça va très très loin. Et il y a des codes, et c'est là où ça devient très très intéressant, c'est parce que ça va faire appel à des connaissances en termes de sciences cognitives, de neurosciences, mais d'ethnologie, de sociologie. Ça vient brasser tout ça, en fait, le sujet de la communauté. Ok, bon bah je pense que c'est assez clair effectivement sur qu'est-ce qui différencie une audience d'une communauté. Ça va être le niveau d'engagement des membres et et en fait la contribution qu'ils peuvent apporter à faire vivre la communauté en soi. Et alors à ce niveau-là, du Il n'y a coup, pas que ça, hein, il y a pas que ça, hein. Il y bien a sûr. aussi effectivement le fait que ça ne soit pas sur un réseau social, mais sur une plateforme communautaire, que la communauté va être hébergée. Il va y aussi Forme avoir un communautaire, processus. qu'est-ce que tu as en tête pour nos auditeurs? Une plateforme communautaire, on va avoir le plus simple, Facebook Group, mais dans mon métier, on utilise aussi Telegram Group, WhatsApp Group, Discord, Hmm. Slack, Circle, Cool Meltwater. maintenant qui existe aussi. Exactement, exactement. Et preuve que c'est un vrai sujet et que c'est en train de venir façonner le monde du marketing de demain, c'est qu'il y a énormément de plateformes communautaires qui sont en train de se créer. Tout à fait. Ah, ça, on va y revenir un peu plus loin dans les questions sur pourquoi c'est dans l'air du temps. Euh, Mhm. et alors, du coup, quel est le rôle d'un community manager? Comment il intervient? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'en fait, il doit impulser le truc et à un moment donné se retirer complètement? Est-ce que ça, c'est vraiment la forme ultime? Est-ce qu'il est présent de bout en bout? Est-ce qu'il y a des moments où il va plus particulièrement intervenir dans les phases de construction de celle-ci? Ouais, c'est une super, super question. Alors, quelque chose qui a déjà contribué à créer un petit peu de flou sur ce métier, c'est que le social media manager, on a utilisé le terme community manager. Donc, et encore aujourd'hui, hein, dans les job titles, en fait, on utilise manager pour le rôle de social media manager. Et en fait, il devrait y avoir deux titres, et ça démontre bien le flou qu'il y a actuellement sur le métier et sur l'industrie. Donc, il y a d'un côté, en fait, le social media manager qui va gérer les réseaux sociaux. Hmm. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un community manager. Ok, mais il ne gère pas une communauté, il gère une audience. Donc, il ne devrait pas s'appeler community manager, il devrait bien s'appeler un social media manager. Et donc, de l'autre côté, on a le community builder. Donc, on l'appelle plus un community builder, même si, voilà, sur certaines offres d'emploi, on utilise encore le mot community manager. Mais c'est vraiment cette notion de construire la communauté, la renforcer et la rendre autonome. Alors, tout dépend, hein, tout dépend du cahier des charges de départ. Par exemple, moi, je suis rentré sur une mission Canva avec deux communautés. Il y avait une communauté des enseignants qui utilisaient Canva Éducation avec déjà 5500 enseignants. Et puis une autre communauté qui n'existait pas, qu'il fallait créer, qui était la communauté des creators. En tout cas, je dirais à chaque community builder son style et son approche. Donc moi, je ne peux parler que de la mienne et j'aurais pas la prétention de dire que c'est la méthode absolue qu'il faut suivre. Je peux juste partager moi mon approche et ce que j'essaye de faire avec les autres entreprises que j'accompagne sur ce sujet. Euh, mais déjà, il faut bien comprendre les besoins en fait de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de formule passe-partout qui vont fonctionner pour toutes les entreprises de la même manière. En tout cas, ce que j'ai pu observer, moi, c'est que euh, plus on rend la communauté autonome, plus elle devient, pour moi, saine. Euh, et je dirais que c'est presque comme un rôle de parenting, de parent en fait, pour sa communauté. Si on est à toujours vouloir résoudre les problèmes de sa communauté, de ne pas laisser en fait la chance à la communauté de s'auto-régler, de s'auto-réguler, ça peut créer en fait un lien de dépendance.
Et ça vient nous positionner, nous, non plus en tant euh, que leader de communauté, mais presque comme un support technique pour la communauté. Donc, faut pas se tromper de rôle. Pour moi, le rôle d'un community builder, c'est veiller à l'aspect sain, donc à la santé de la communauté. Donc, d'avoir une communauté healthy. Mais tout comme un parent, en fait, c'est pas de nécessairement résoudre les problèmes de nos enfants en permanence. Et ben en fait, un leader de communauté doit pas systématiquement vouloir tout résoudre. Donc, ça nécessite pour moi une observation. Ce que je fais, c'est que j'observe. Je vais pas rester sans regarder mes communautés pendant plus d'une semaine. Donc, je regarde tous les messages, mais c'est des centaines de messages qui passent. Genre, un week-end dans le Telegram, ça bombarde de tous les côtés. Dans le Facebook groupe aussi, juste pour une communauté. J'observe ça de loin. Et puis, si je vois par exemple qu'il y a une conversation qui commence à déraper un petit peu, qui correspond plus au système de valeurs, qui devient légèrement toxique, etc. Bah là, je vais entrer en contact avec la personne et je vais créer un espace de dialogue. Je vais dire, qu'est-ce qui se passe là? Explique-moi en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux? Je rappelle gentiment les règles et le code éthique de la communauté et je lui invite à se poser la question en fait de est-ce que vraiment il pense qu'il a sa place ici ou il l'a pas? Mais voilà. Donc, c'est du recadrage bienveillant. Ok, et c'est intéressant. Et tu penses que ce n'est pas dans le rôle du community manager? Alors, ça dépend aussi de la forme communautaire. Est-ce que c'est une forme ouverte ou est-ce que c'est une forme sélective? Mais dans une forme sélective, alors de mon point de vue, et tu vas potentiellement me challenger là-dessus, il y a un rôle de la part de celui du leader, tel que je le conçois, potentiellement faire sortir des individus ou des personnes qui seraient où on se rend compte qu'au final ça matche pas avec les autres et que ça crée des éléments de perturbation qui sont néfastes pour la qualité des échanges. Donc comment tu aborderais la chose toi? C'est ok, un premier niveau où tu vas en parler en one-to-one à la personne sans rendre le truc public et faire un premier avertissement entre guillemets, et puis le second niveau, comment t'aborderais la chose? Tu dis, ok, ben là, ça suffit, allez, ben désolé, mais tu sors. Est-ce que ça, pour Ouais. toi, ça fait partie du rôle du community manager? Ou est-ce que d'ailleurs, tu aborderais la chose différemment? Non, pour moi, voilà, on a vraiment sous notre responsabilité la santé de la communauté. Et si une personne vient commencer à gangréner la communauté, effectivement, c'est de notre responsabilité, après l'avoir averti, d'avoir donné une chance quand même, de le sortir de la communauté. Ok, d'accord. Bah, écoute, je suis la même, sur la même disposition. Donc, je vais pas te contredire. Pour moi, ça fait partie de. En tout cas, voilà, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne savent que donc j'ai ma communauté privée, dont d'ailleurs Stéphane fait partie. Et à mon sens, c'est mon rôle et même mon devoir. Tu vois, je l'instaure comme un devoir personnel de veiller à la qualité des échanges, à intervenir quand ça se met à déraper pour couper court. Alors, ça dépend de la situation, chaque situation est différente. Parfois, bon, c'est juste d'aller discuter en one-to-one. Parfois, il faut montrer aussi à l'ensemble que l'on réagit pour aussi montrer, ok, d'accord, ben voilà, il y a quelqu'un qui est là pour éviter que les choses dégénèrent. Et l'ultime phase de dire, bon, désolé, mais c'est plus possible, quoi. Voilà. Ok. Ouais, tout à fait. Et alors, on a parlé de la communauté, en quoi c'est différent d'une audience, de ce que c'est, du rôle du community manager. On pourrait bien sûr à chaque fois parler pendant des heures sur chacun de ces sujets. On essaye de rester aussi efficient que possible pour l'audience. Mais aujourd'hui, selon ton expérience et avec ce que tu vois notamment sur Canva, quelle est la valeur ajoutée d'une communauté pour une entreprise ou une marque? Parce que certains qui pourraient se dire non, mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Moi, l'objectif, c'est de faire rentrer de l'argent. J'ai pas envie de gérer des gens. J'ai pas envie voilà, de rentrer dans ce type de considération, de gestion humaine, etc. D'un point de vue pragmatique, quel est l'intérêt de construire une communauté comme ça? Hmm. En fait, on dit il y a deux grandes axes de croissance, tendance à la croissance pour une entreprise. Il y a le product-led growth, donc vraiment toute l'énergie qui est mise sur le produit et on va faire grandir l'entreprise par le produit, ou le community-led growth. Donc le product-led growth, en fait, l'énergie est mise sur
quelle va être mon offre, quelle va être ma promesse de valeur, quel va être le meilleur produit, etc. Donc, on réfléchit, on fait des business plans, etc. Nanana. Donc, en fait, on travaille un peu en vase clos avec nos propres visions, nos propres croyances, nos propres perceptions d'un marché. Okay. La communauté, en fait, dans le early stage, ce qui a été le cas pour Canva, qui a été le cas pour Airbnb, qui a été le cas pour HubSpot, qui a été le cas pour plein en fait de grosses licornes, donc entreprises à succès, ça a été de se dire on va co-construire l'entreprise. Donc co-construire l'entreprise, ça veut dire d'abord on crée la communauté avant même d'avoir l'offre, avant même d'avoir la promesse de valeur, avant même d'avoir le produit, avant même d'avoir le service. Et c'est directement la communauté qui va contribuer comme un panel marketing à co-construire, participer à la co-construction en fait, de l'offre, du produit, du service. Donc bah, Canva, ça s'est créé comme ça. Mélanie Perkins enseigne Adobe à l'université. Et puis les étudiants lui disent, mais pourquoi, madame, vous nous apprenez à piloter un avion de chasse pour aller acheter une baguette de pain? Et je dis, ah ouais, c'est vrai que c'est hyper compliqué, en fait. Moi-même, j'ai enseigné Adobe hein, à l'université de Monaco. On m'a fait la même réflexion. D'ailleurs, petite anecdote, hein, il m'avait parlé de Canva à l'époque et moi j'ai dit, oh, mais c'est quoi, c'est quoi ça? Donc, j'y croyais pas du tout. Et, euh, et, et voilà, et donc en fait, il y a cette petite communauté qui s'est créée d'étudiants où il y a eu des test and learn, test and learn, test and learn, et qui a permis de créer le premier époque, en fait, le premier proof of concept. Et encore au jour d'aujourd'hui, les communautés sont l'axe de croissance de Canva, puisque c'est par là qu'on récupère tous les feedbacks utilisateurs et qu'on vient faire grandir le produit sous tous ses angles. Tous ces angles. Donc aujourd'hui, on est extrêmement structuré en termes de communauté, c'est-à-dire que dans un seul pays, il y a au moins 5 ou 6 communautés. Donc, il y a la communauté Donc, et en fait, il y a des communautés par segment d'utilisateurs. Donc, Canva pour le journalisme, Canva pour la politique, Canva pour la santé, Canva pour les associations, Canva pour les enseignants. Et il y a des communautés, en fait, pour chaque besoin utilisateur, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a comment est la segmentation? Il y a une communauté par pays, et à l'intérieur de la communauté par pays, ou alors un grand ensemble, c'est un pays, et à l'intérieur de chaque pays, ou même de langue, peut-être En parler de fait, c'est ça. francophone, d'anglophone, voilà, Ouais, pour chaque langue, on a ensuite des sous-communautés par typologie d'utilisateurs. c'est ça. En fait, par défaut, on crée une communauté en anglais. C'est que ça s'est créé comme ça, en fait, Hmm. communauté en anglais. Ensuite, ces communautés sont venues se segmenter. Donc, pour le journalisme, donc il y a les développeurs, par exemple, le monde de l'entreprise, l'enseignement supérieur, etc. Et puis après, on est venu répliquer en fait cette même approche par langue. Ok, ça paraît assez complexe à gérer. En fait, c'est ouais, c'est une équipe d'une plus de cinquantaine de personnes impliquées dans le département communautaire, effectivement. Waouh, ok, impressionnant. Donc, sur la valeur ajoutée du coup qu'a eu la construction de cette communauté, c'est bah en fait c'est le produit a été créé à partir, en fait c'est la communauté qui a été créée en premier. Et à partir de l'écoute de ce qui se disait et des échanges qu'il pouvait y avoir dans la communauté, a été créé le produit. Mhm, Ce tout à qui a fait. assuré, j'imagine, un premier, euh, un premier étage aussi de ressources financières pour pouvoir bah, en fait leur mettre à disposition le produit et les faire payer pour ça, Tout potentiellement. à fait. Exactement, exactement. Des économies sur la veille de marché, puisqu'en fait, directement, l'utilisateur, il est tellement placé au cœur, en fait, qu'on a moins besoin, en fait, de faire de la veille concurrentielle. Euh, Après, voilà, il y a plein d'exemples concrets où, par les communautés, chaque communauté ayant sa propre capacité d'acquisition de nouveaux membres.
Mais en fait, t'as une croissance en fait qui se fait en organique. Euh, Canva, on fait quasiment pas de publicité. Ok. C'est que de la croissance organique en fait. Du bouche à oreille Oui, et c'est ça, donc un petit peu tentaculaire comme ça, parce que chaque communauté, euh, la communauté vient vraiment permettre d'optimiser son discours et d'être sûr que notre communication va créer un maximum d'impact. Et donc qu'on ne parle pas dans le vide, qu'on ne parle pas dans le vent à une multitude d'interlocuteurs qu'on n'a rien à faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une association, elle n'a pas les mêmes attentes de Canva qu'un enseignant. Donc là, ça prend tout son sens en fait d'avoir des communautés. et comment justement vous arrivez à fédérer les demandes qui peuvent être potentiellement parfois contradictoires entre les différentes communautés? Comment d'ailleurs, quelle est l'animation qui est produite au sein de ces communautés? Comment vous arrivez à les faire vivre? Qu'est-ce qui incite les gens à rester dans la communauté et à contribuer? Et alors, comme il y a des sous-communautés pour chacune des langues, euh, est-ce que, enfin, comment, j'ai l'impression que du coup, ça créerait potentiellement une redondance entre, ok, ben, les enseignants anglophones, les enseignants francophones, avec les mêmes choses qui remontent. Est-ce que ça, c'est pas problématique au final en termes de gestion de l'information d'une manière globale? Quels sont, en fait, comment vous animez tout ça et comment vous exploitez les informations qui sont remontées? Ok. Alors, donc, le but d'une communauté n'est pas uniquement en fait de recueillir du besoin utilisateur. Il vient renforcer la puissance de la marque. Il vient servir d'outil de croissance en acquérant de nouveaux membres. Donc, c'est ces différents indicateurs clés de performance qu'on vient mesurer. Donc, je vais prendre un exemple concret, quoi, pour pas qu'on parte trop dans l'abstraction et dans la théorie. Mais donc, notre communauté des enseignants qui utilisent Canva Éducation, ben, en fait, eux, ils ont besoin d'avoir des modèles d'inspiration d'autres enseignants pour savoir qu'est-ce qu'ils vont créer. Ils ont aussi une limite de maîtrise technique de l'outil. Et donc la communauté vient venir soulager le support technique ou va venir soulager aussi le budget qu'il faudrait déployer en formation d'outils, puisqu'en fait c'est la communauté qui va auto-former autour de l'utilisation. Ce qu'on va retrouver un peu dans les tribus, dans le marketing, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a une telle passion, un brand love pour la marque qu'on a envie de partager son savoir, on a envie de un passionné de Harley Davidson, ben voilà, il va donner tous ses tips, etc., de comment réparer le moteur, comment bien en prendre soin, etc. Donc ça vient soulager le support technique, ça vient accélérer le recrutement de nouveaux membres. Et bah non, en fait, du coup, ça ne crée pas du tout de complexité, puisque nous, on sait que 90% des utilisateurs, des Français, en fait, ont une grande défiance à tout ce qui est en anglais. Donc, c'est impossible de les faire rentrer Enfin, c'est pas impossible, mais si on les fait rentrer dans des communautés internationales ou qui parlent anglais, on va perdre 90% du potentiel. Voilà, donc ça, c'est des chiffres. J'ai pas le droit de donner les chiffres exact, mais c'est pour donner un petit peu un ordre d'idée, c'est de cette proportion-là, en fait. Euh, et on le voit très bien, hein, c'est-à-dire que quand on propose des enseignants français de rejoindre la communauté internationale des enseignants qui utilisent Canva, on n'a personne. Enfin, on a 2%, quoi. D'accord. Oui, bon, je suis pas étonné non plus. Effectivement. Voilà. Et pour les grandes SaaS, en général, ce qu'on appelle la localisation de produits, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en est au stade où notre proof of concept il est géré, que notre entreprise cartonne dans son pays, enfin au niveau international, il va y avoir cet enjeu de croissance pour ces entreprises de comment je continue à me développer dans le monde. Mm. Et nous, on a vraiment eu cet enjeu-là pour Canva, c'est comment tu donnes l'impression
que ton app, euh, elle est française. Et Ok. ça, ce n'est possible que en proposant du contenu culturellement adapté. Et ce qui n'est pas juste traduire en français. Donc oui, on comprend bien effectivement la valeur ajoutée que représente qu'une communauté pour une entreprise, pour une marque. Et puis ben, en termes de rétention d'utilisateurs, d'avoir contribué au façonnage d'une marque, d'un produit. Bon bah ça crée un attachement qui est tout autre que si on arrive comme ça, on achète le truc, on l'utilise et puis quand on a envie de changer, on change quoi. Et alors, moi j'ai le sentiment, on le disait tout à l'heure, qu'effectivement, il y a de plus en plus d'outils comme ça communautaires qui se créent. Et moi, j'ai le Mhm. sentiment que ça vient répondre à potentiellement un problème. Alors, on rentre un peu dans la philosophie, voire même de la politique par certains côtés, mais à un problème identitaire aujourd'hui en Occident. Euh, En tout cas, moi, c'est un sentiment que j'ai notamment en France où les gens ont plus de mal à se communiquer. On voit que les mots même perdent de leur sens. Et quand les mots perdent de leur sens, on perd en fait la capacité de communiquer puisqu'on ne dit pas la même chose derrière. Et voilà, un gros repli sur soi d'une manière générale. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que les gens sont vraiment, en tout cas moi je le vois au niveau de ma communauté privée, je pense qu'une des raisons pour laquelle je l'ai créée, moi à la base, c'est le besoin de retrouver comme ça une appartenance identitaire euh, qui est en train de se déliter aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça, voilà, que il y a autant je dirais, cette approche communautaire qui se développe aujourd'hui d'une manière générale dans l'Occident. Est-ce que d'ailleurs Canva est principalement développé en Occident ou est-ce qu'ils se sont développés dans d'autres pays, peut-être en Inde, sur les BRICS? Et est-ce que la même stratégie a été déployée? Alors, la même stratégie a été déployée. On est présent dans 190 pays. Les pays d'Asie sont très, très actifs. L'Indonésie, la Chine, le Japon, la Thaïlande, l'Inde. Euh, L'Inde est un des pays les plus actifs. Mais alors, encore une fois, tu vois, il va y avoir plein de choses à distinguer et à nuancer. C'est-à-dire que moi, je m'occupe beaucoup de la communauté des créateurs. Donc, la communauté des créateurs, ce sont ceux qui créent les modèles Canva. Hein, donc, les modèles en fait qu'on va utiliser, les modèles de vidéos, les modèles de CV, les modèles de présentation, les modèles de sous-tasses de verre, les modèles de t-shirts, les modèles, tout l'écosystème graphique, c'est créé par des indépendants, des freelances indépendants. Et donc, une des communautés que je gère, c'est les créateurs, donc les graphistes indépendants et les agences de com francophones, donc en Haïti, en Afrique du Nord, au Québec, en Suisse, au Luxembourg, en France. Voilà. Euh, Quelqu'un qui va parler de l'utilisateur final, on ne va pas avoir forcément les mêmes lectures, etc. Donc, l'Inde, par exemple, en termes de création de modèles, est très, très, très active. Voilà. Ok, Voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, on est implanté dans la grande majorité en fait des pays du monde, hein, 190 pays, avec la même stratégie. Ouais, la même super intéressant. stratégie. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui marche, quelles que soient les cultures, quels que soient les Oui. pays. C'est une approche. Et est-ce que vous avez des différenciations d'un point de vue peut-être structuration, d'un point de vue approche en fonction des différentes cultures, ou est-ce que je dirais que les mêmes principes de base fonctionnent de partout? Ouais, les mêmes principes de base fonctionnent de partout. Ce qui va venir nuancer le discours, c'est justement le community builder. Ok. Le recrutement d'un community builder de la culture. Donc, tu peux pas, voilà, il est fondamental que ce soit un Français qui gère la communauté France, parce que sinon, il va y avoir des bourdes culturelles. Voilà, il y a plein d'exemples à citer à ce niveau-là. Mais donc, dans la stratégie, elle est applicable dans tous les pays. Dans la tactique,
effectivement, la tactique implique que ça soit quelqu'un de local qui déploie en fait, qui déploie la tactique et qui prend soin de sa communauté. Ok, donc par rapport à mon idée d'un besoin typiquement occidental, au final non. C'est quelque chose qui fonctionne de partout et il n'y a pas forcément un besoin particulièrement en Occident, de par les raisons que j'ai évoquées. C'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière commune à l'ensemble de l'humanité, et ce qui renforce d'autant plus l'intérêt, en fait, de cette stratégie dans la construction de son business, quoi. Ouais, Euh, et puis le besoin d'appartenance, voilà, il a été défini vraiment par Maslow. Effectivement, on a besoin de sentir qu'on appartient à quelque chose. Mais voilà, il y a le besoin de se regrouper autour de quelque chose, il existe depuis la nuit des temps. Euh, mais il y a plein de communautés différentes. Il y a des communautés d'intérêt, il y a des communautés de marques, il y a des communautés clients. Euh, donc, il y a différents types de communautés et en fonction des types de communautés qu'on est amené à gérer, on ne va pas utiliser les mêmes stratégies, par exemple. ok, donc quelque chose d'éminemment complexe. D'ailleurs, je peux peut-être me permettre de préciser que tu interviens aussi, toi, en tant que consultant. On en parlait justement Tout à à- fait. avant, avant d'attaquer en fait le record de cette intervention. Et Tu peux nous parler un petit peu de comment tu interviens d'ailleurs? oui, oui, tout à fait. Bah, déjà, je veux aussi préciser que j'anime un blog qui s'appelle développe-ta-tribu.blog et sur lequel Mettre en lien en euh, commentaire et en description. ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Et je vais venir prendre des sujets très particuliers de ce métier euh, et les développer et venir les creuser à fond. Donc, euh, voilà, il y a. Alors, déjà, il faut distinguer deux choses. Il y a la stratégie communautaire, donc, et ça devrait être un community stratégiste qui la met en place. Donc, il a besoin de s'imprégner de la culture d'entreprise, de comprendre quel est le but de la communauté, quel est l'objectif de la communauté, parce que chaque communauté va pouvoir poursuivre un but qui est différent. Pour certaines communautés, le but principal, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Donc, c'est venir réduire le budget marketing d'acquisition client. OK, d'accord. Donc, si c'est ça l'objectif principal de ta communauté, et si c'est ton besoin principal de croissance pour développer ton entreprise, on va construire la communauté dans ce sens-là. OK. Moi, OK, j'ai un autre problème, Steph. OK, c'est quoi? Moi, j'ai un taux de pénétration de ma marque qui est complètement stagnante en fait. J'arrive pas à faire évoluer ma marque sur mon marché. Ok, c'est-à-dire que ta communauté, elle va avoir pour but principal de renforcer ta marque et donc pas acquérir de nouveaux membres. Ça va être encore chose différente. Ah, moi, Steph, j'ai un autre problème. Je passe un temps monstre créer du contenu. Oh là là, c'est vraiment animé en fait. Je passe un temps monstre sur les réseaux sociaux à créer du contenu, etc. Ok, donc toi, tu as un problème en fait de UGC, c'est-à-dire que tu n'as pas une communauté qui gère du contenu à ta place. Ok, on va construire ta communauté sur cet axe-là. Encore, allez, un quatrième exemple pour être sûr qu'on a bien compris. Euh, ah oui, moi, je passe un temps monstre à répondre aux problèmes techniques. Donc, ça veut dire que je suis carrément obligé de payer des personnes et de sous-traiter en fait le support technique parce que bah, j'ai plein de questions inhérentes en fait à l'utilisation de mon service. Ok, et ben on va créer une communauté en ce sens-là. Et c'est pour ça que rapidement, une entreprise, en fait, une erreur, c'est de dire j'ai une entreprise, j'ai une communauté. Oui, effectivement. C'est l'absence totale de vision en fait et de compréhension du métier et c'est une erreur stratégique fondamentale. Et croire que on va pouvoir en fait développer sa communauté de manière intuitive, au feeling, on verra bien, ça va se faire tout seul. Ben, en fait, c'est prendre énormément de risques et se priver énormément d'opportunités de croissance accélérée parce que pas de plan. Et donc, bah, pas de plan, peu de résultats.
Et aujourd'hui, il y a des documents matriciels qui nous permettent de vraiment de structurer nos communautés, d'avoir un plan stratégique de développement sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc là, on est dans vraiment la conception stratégique. Ça, c'est un sujet, un seul sujet. Après, il y a le déploiement de ce plan stratégique. Donc, qui va piloter à l'intérieur? Est-ce que je recrute en externe? Est-ce que je forme mes équipes en interne? Est-ce que moi-même, en tant que leader d'entreprise, c'est moi qui vais dans un premier temps assurer ça? Il y a des milliers de questions, en fait, qui se posent et impossible d'y répondre quand on n'a pas d'expérience sur le sujet, qu'on n'a pas été formé. Donc, c'est sur tous ces sujets-là, en fait, que je viens faire gagner les entrepreneurs en clarté. Et les premiers rendez-vous, je les fais tout simplement euh, gratuitement, en fait. Ça va être un audit gratuit de l'entreprise et un dialogue pour véritablement que je puisse expertiser si la communauté peut venir aider dans le besoin ou les besoins, les problématiques spécifiques qu'on va me présenter. Des fois, c'est non. Des fois, non. Votre problématique n'est pas gérable par la communauté. Là, vous devez juste retravailler votre marque. Donc là, je vous invite à aller voir une agence de com, où là, vraiment, c'est purement du support technique. Ou alors, là, il va falloir recruter, je ne sais pas, un Customer Success Manager, parce que voilà, l'expérience de vos clients est pas assez bonne. Donc, très, très rapidement, j'arrive à dire si la communauté va pouvoir être une carte à jouer ou pas une carte à jouer. Ok, ben, euh, merci. Je pense que c'est beaucoup plus clair aussi sur la complexité de la création d'une communauté. Ce n'est pas un sujet qui est anodin et qui se fait comme ça sans préparation en amont. Et ça permet, en fait, on a déjà du coup attaqué la deuxième partie de construire une communauté de zéro, puisque tu as amené justement des éléments de réponse sur Oui. cette question. Et alors, tu as déjà évoqué une partie, mais ok, pour toi, les premières étapes cruciales pour construire une communauté, alors effectivement, déjà se poser les questions, est-ce que c'est une ou plusieurs communautés qui est adaptée à mon business? Ensuite, à Ah, quoi chacune des communautés va répondre comme besoin de l'entreprise? principal, tout à Quels fait. sont comment elle va alimenter en fait la croissance de celle-ci, tout en bien sûr, hein, on sait bien, un objectif de synergie et que ça apporte, bien entendu. De toute façon, ça ne pourrait pas marcher si ça n'apportait rien aux personnes qui participent à la communauté. Ça, bien, c'est évident, quoi. Et bon, ben, une fois que ça c'est fait, donc ça, c'est les premières étapes que tu as évoquées. Euh, Là, en expliquant toi de la manière dont tu interviens, les étapes suivantes cruciales qu'il y aurait pour lancer. Alors, si déjà on se focus sur une communauté, pas forcément la galaxie de communautés, mais déjà sur une, quelles seraient les prochaines étapes pour toi? Ok. Donc, tu as très bien précisé que pour une entreprise, plusieurs communautés, on a défini que une communauté peut avoir une mission qui est différente de la mission de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose à bien Mhm. garder en tête. Elle va contribuer à la mission de l'entreprise, mais elle peut être différente. Ok. Et donc, la première chose, la première étape va consister à créer une MVC, donc une Minimum Viable Community. Donc, trouver 4, 5 membres hyper quali dans lequel, à travers lesquels je m'assure que la mission de la communauté, je vais bien pouvoir transmettre la mission de la communauté. Et ces 4, 5 personnes vont être les gardiens de la communauté. Donc, c'est un peu mes ambassadeurs, en fait. Et comme un produit test, en fait, je vais créer une communauté bêta dans lequel je vais pouvoir commettre des erreurs, faire des ajustements, retravailler ma description de groupe, retravailler mon onboarding, retravailler la mission, le pourquoi, etc. Donc, première étape, c'est la MVC. Et donc, c'est établir des liens hyper qualitatifs, donc être dans ce qu'on appelle du high touch onboarding. Donc, le high touch onboarding, c'est du one-on-one, c'est-à-dire que je parle avec chacun de mes membres, je les connais parfaitement bien et il y a une relation de confiance, une qualité en fait de relation qui est plus, 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 plus.
Voilà, donc ça, c'est vraiment l'étape fondamentale. L'étape numéro un. Euh, et avec ce groupe de personnes, je vais pouvoir co-construire le lieu d'accueil des nouveaux membres en réfléchissant à quelle est la plateforme communautaire qui va s'adapter le plus à mes besoins. Donc, encore une fois, si j'ai une communauté de clients, eh bien, et si mon but est d'acquérir de nouveaux clients, je vais avoir des plateformes communautaires qui vont mieux correspondre à ce genre de communauté. Si ma communauté, le but de ma communauté est de upskill, de faire monter en compétences euh, mes usagers sur un produit ou un service, ça veut dire que le critère numéro un et le but numéro un de ma communauté, c'est l'éducation. Donc, c'est une communauté d'apprentissage. Ça va être d'autres plateformes. Super intéressant. Euh, et ok, bon bah on a déjà effectivement un niveau de granularité supplémentaire sur comment créer cette communauté. Justement au niveau des membres initiaux de la communauté, comment tu arrives à les engager? Alors dire ben voilà, il va falloir en clair fournir du taf. Tu crées des incentives. Tu dis, ah bah d'accord, en échange de votre participation, ou pas d'ailleurs, est-ce que c'est juste sur la bonne volonté, ou est-ce qu'il y a des incentives qui sont créés en disant, bah voilà, si tu participes au projet, si tu fais ça, ben tu auras droit à tel avantage. Ça, c'est des choses Alors que... là, en fait, c'est un vrai sujet qui a été traité par la science des communautés. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque ou la motivation extrinsèque. Donc, on a démontré en fait que les communautés les plus puissantes étaient les communautés motivées intrinsèquement, qui n'attendent rien d'extérieur. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les communautés les plus puissantes sont celles qui ont le sentiment d'accomplir quelque chose à travers la communauté. Donc de pas Versus, déployer d'incentives, en fait, c'est le mieux. De pas de créer de... alors oui, mais pour cela, ça nécessite un cahier des charges et des prérequis qui sont d'avoir une vision hyper claire. Donc, il faut avoir une vision et la communauté et le leader de la communauté est là pour transmettre cette vision. Donc, en gros, venez ensemble, j'ai un rêve, c'est ça. OK? Si vous rejoignez la communauté, on va créer ce monde. On va créer ce monde ensemble. Ça vous dit? OK? Et ben là, en fait, il va y avoir, comme on est dans le niveau ultime de Maslow, la réalisation, eh bien, en fait, il y a tous les facteurs clés de motivation qui s'activent à l'intérieur de l'être humain. Et on va venir avoir des gens qui vont passer des heures et des heures à créer du contenu. Chez nous, par exemple, on a eu voilà, des personnes qui ont créé des sites web, qui organisent des événements directement pour la communauté, Mm. même qu'on a pu voir dans ta communauté aussi. Ah oui, tout à L'événement fait. bateau auquel j'ai participé, finalement, ça a été impulsé par ta communauté, en fait, donc par les membres de ta communauté. Donc, voilà. Et le, le- la motivation externe, donc si tu fais ça, on te donne de l'argent, si tu fais ça, on te donne du bonus, etc. Ça va avoir une limite dans le temps. Parce que les personnes vont vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, en fait, en termes de scalabilité, on va être emmerdé, en fait. Mm. Parce que on est dans une relation de dépendance finalement un petit peu malsaine qui vont impliquer la surenchère systématique. Tandis que si tu... Et là, on peut parler donc de communautés alignées. Là, on sait que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, en fait. L'alignement, la congruence, le sens, etc. Et donc, on répond à un besoin humanitaire profond qui est l'accomplissement. Et donc, si aujourd'hui, dans mon métier, j'arrive pas à m'accomplir, si aujourd'hui, j'arrive pas à m'accomplir peut-être dans ma relation de couple, etc., bah, peut-être qu'une communauté va me donner cette possibilité de m'accomplir. Et là, auquel cas, et on le voit tous les jours dans des associations, dans plein de sujets. Alors, ok, je comprends totalement et je rentre en résonance avec ce côté de ne pas créer d'incentive parce qu'effectivement, potentiellement, ça dénature en fait le cœur
la motivation de la commu. Et je vois tout à fait les études que tu évoques qui ont fait des tests à ce niveau-là. Est-ce que pour autant, peut-on s'autoriser à, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait, qui s'est particulièrement investi dans la communauté, qui organise des trucs, qui passe du temps, est-ce qu'on peut s'autoriser à faire quelque chose pour le remercier? Tu vois, ou est-ce qu'on rentre pas à nouveau dans l'incentive et on vient du coup, au final, en voulant bien faire, en quelque sorte, dénaturer l'intention d'origine. Bah, moi, je pense que venir, moi, au sein de ma famille, tu vois, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je vais toujours le féliciter et exprimer de la gratitude et venir euh, surligner, renforcer ce qu'il a fait, en fait, parce que j'ai sincèrement de la gratitude et je suis sincèrement fier, en fait, de cette personne et j'ai sincèrement envie de l'exprimer. Donc voilà, je vais le dire. Et là, en fait, on est plus dans de la logique et dans la compétence de dynamique de groupe. Donc là, c'est pratiquement on parle pratiquement du sujet du management, Hmm. de la compétence managériale, de la compétence de comment je gère un groupe, comment je continue à le motiver, donc que ça soit au sein d'une classe, que ça soit une équipe en management. Euh, voilà, donc moi je suis partisan de valoriser les gens. Voilà, moi je crois en ce système de valoriser les gens en général, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les membres de ma communauté, que ce soit mes équipes. Je crois en la valorisation qui est peut-être quelque chose qui est peu utilisé en France, effectivement, dans le système français, beaucoup plus à l'international. Donc, il y a un petit peu cette croyance hyper limitante en France de si je valorise quelqu'un, il peut prendre la grosse tête ou il va devenir prétentieux. Et donc, on est plus dans la culture de pointer l'erreur que de valoriser le résultat. C'est une conception de la vie, hein, c'est une perception de la vie. Mais bon, quand on voit la consommation d'anxiolytiques, on peut se dire que c'est peut-être pas le meilleur choix. Et donc, il y a un autre système qu'on retrouve beaucoup plus dans l'approche anglo-saxonne qui est de valoriser les gens. De yes, good job, bravo, super, on y va, etc. Et effectivement, ça crée une dynamique qui tire vers le haut et qui tire pas vers le bas. Et, et donc, on va créer de l'inspiration normalement, de se dire, ah ben voilà, ouais, c'est vrai que ce membre, il a fait beaucoup, il a beaucoup donné pour la communauté, j'ai peut-être envie de faire pareil. Ok. Merci pour ta réponse. Alors, pour clôturer cette deuxième partie sur la construction, construire une communauté de zéro, les défis communs rencontrés lors de la création d'une communauté et comment les surmonter? Les défis communs. Ouais, les défis les plus gros que tu as l'habitude de voir, de constater dans la construction communautaire. On a potentiellement les choses assez classiques qui viennent à un moment donné gripper la machine ou qui vont être un obstacle assez commun à Un surmonter. des sujets récurrents et un peu le critère numéro un qu'on vient traquer dans les communautés, c'est l'engagement. Hmm. Donc, avoir une communauté engagée, de pas venir l'ennuyer, voilà, c'est un sujet qui est assez récurrent. Mais la communauté n'a pas entièrement le pouvoir de créer cet engagement-là, en fait. Tu vois, il y a un slide que j'avais préparé, voilà, voilà, c'est celui-ci. Si je peux, tu Vas-y. m'autorises à partager mon écran Ouais, quelques vas-y, vas-y, secondes? tu as le droit normalement. Ok, c'est nickel. Donc, si vous voyez mon écran ici, On le voit, c'est bon. voilà, et en plein écran, hop, voilà. Donc, pour moi, en fait, la règle numéro un dans une communauté, c'est le sense of belonging, donc le sentiment d'appartenance. Et la qualité de la communauté va contribuer énormément à ce sentiment d'appartenance. Néanmoins, ce levier-là, c'est le levier que peut activer un community builder, d'accord? Mais il ne peut pas activer le levier de la puissance de la marque ou le levier de la qualité du produit.
D'accord? Néanmoins, c'est intéressant dans ce schéma, c'est que euh, plus il va y avoir un sentiment d'appartenance fort dans la communauté, plus la marque va se renforcer et plus à terme, par le retour client qui va être fait, la qualité du produit et service va aussi se renforcer. Donc, on voit très bien que c'est un cercle vertueux et qu'on est sorti, on a de l'approche funnel en marketing. Donc, là, aujourd'hui, elle est plus considérée comme pertinente, cette approche funnel au niveau marketing, des nouvelles tendances. Et on parle maintenant de cercle vertueux marketing qui passe par la communauté. Donc, Ok. voilà, donc le niveau d'engagement est le défi numéro un, j'ai envie de dire qu'une communauté rencontre, où un community builder, il doit se détendre par rapport à cette mission-là, c'est que lui-même, en tant que CB, en tant que community builder, il n'a pas l'entièreté du pouvoir de faire monter l'engagement. En gros, je vais parler simple, hein, si ton produit est pourri, Hmm. et que ta marque elle est pourrie, tu peux être le meilleur community builder du monde, tu vas avoir un taux d'engagement de zéro ou très très faible. Inversement, si tu as une marque comme Apple, eh ben effectivement, tu peux prendre quasiment un community builder qui est un peu pourri et la communauté, elle va prendre pratiquement toute seule. Donc, pour moi, on va dire, c'est 30, 30, 40. Tu vois, donc 30% la puissance de la marque, 30% de la qualité du service et 40% toute la stratégie communautaire, en fait. Et les trois fonctionnent vraiment ensemble. Très bien. Merci. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions dans les commentaires. Voilà, si vous avez des questions que vous voulez poser à Stéphane, je les relayerai de mon côté. Et merci aussi, ça permettra de booster aussi la visibilité de la vidéo. Et d'ailleurs, placez un mot, on va prendre un mot rigolo sur lequel je suis tombé ce matin, c'est tardigrade. Voilà, placez un mot, placez ce mot-là et faites une recherche sur Internet si vous n'avez pas ce que c'est Tardigrade. Vous allez voir, mettez Google Images, vous allez rigoler. Je vous demande aussi, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu comme ça, et puis de partager celle-ci à des personnes qui trouveront ce contenu utile aussi pour eux. On attaque la troisième partie. Alors, on fait une vidéo qui est bien plus longue que prévu, mais en même temps, il y a pas mal de choses à dire autour de ce sujet qui est absolument passionnant et rarement abordé justement sur Internet. Donc, l'engagement et l'animation de la communauté. Justement, pour maintenir l'engagement et l'interaction au sein de la communauté, alors, moi, typiquement, j'ai l'impression qu'il faut quand même aller chercher les gens et régulièrement les ramener à dire: ah, regarde, il y a ci, ah, regarde, il y a ça, ah, ben tiens, il y a peut-être ce sujet-là qui t'intéresse. Mais c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Qu'est-ce que toi, seraient tes préconisations pour faire monter, on va dire, la mayonnaise, quoi? Encore, je vais forcément dire ça dépend, etc. Donc, je vais illustrer. Mais donc, si on est une communauté d'apprentissage, donc qui a pour la mission principale de la communauté, c'est monter en compétence sur un sujet précis. Et ben là, ça va être la création de contenu qui va dans ce sens-là. Mais on peut vite se poser une question, c'est est-ce que je dois moi-même créer le contenu en Mm. tant que leader de communauté ou me débrouiller à ce que ce contenu soit créé? Et donc, ouais, maintenant, sans grande surprise, on va opter pour le 2 en loi Pareto, hein. En fait, comment je peux vraiment mettre mes 20% et créer 80% de résultats sur ma communauté? Donc, ben voilà, c'est là où va venir le rôle des ambassadeurs et des leaders, puisqu'il y a vous, mais il y a les leaders ouais, les leaders de la communauté, en fait, et qui vont venir, voilà, moi j'ai des enseignants qui viennent créer des super webinaires de 45 minutes, 1 heure sur une fonctionnalité précise de Canva. J'ai sur ma communauté sur les neurosciences, des chercheurs en neurosciences qui vont venir partager leurs dernières découvertes sur le sujet parce que il y a des personnes pour qui le partage, c'est une valeur qui est haute.
Et donc, ils se font du bien parce qu'on leur offre un espace dans lequel ils peuvent venir répondre à leurs besoins de partage. Donc, c'est vraiment du win-win. Eux, ils ont ce besoin, ils sont câblés neurologiquement pour partager. Ça vient créer du contenu. Voilà. Donc, ça, c'est sur un sujet de communauté d'apprentissage. Euh, sur une communauté, par exemple, moi qui est les creators, l'autre communauté, donc des freelances, des graphistes qui vont créer du contenu pour Canva, eux, c'est plus l'utilisation. L'utilisation. Comment ça se fait que j'ai proposé des templates et ils ont été refusés par Canva? Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce problème? Ah oui, non. Mais ça peut être même des sujets en dehors en fait de Canva. Comment vous déclarez vos revenus? Est-ce que c'est quoi? C'est droit commercial, droit artistique, etc. Donc là, on est dans une communauté métier qui va venir se donner des conseils autour des communautés. Je parlais dernièrement avec Benoît Châtelier, qui est le fondateur en fait de Meltwater, qui est une plateforme communautaire française, mais qui est en train de se déployer à l'international. Et on parlait en fait du sujet des experts comptables. Des experts comptables qui, pour beaucoup d'entre eux, peinent à construire une relation client de qualité. On est nombreux à se plaindre en fait à ce niveau-là. Et donc créer une communauté. Dans ce cas-là, en fait, on est dans une communauté métier où ils vont venir partager justement, ils vont venir chercher du soutien et les best practices en fait du métier. Donc Tu on parlais est aussi de la communauté d'experts comptables qui avait beaucoup de mal. Voilà, on voilà, en était là, c'était ça. voilà. Et la communauté Voilà. d'experts comptables en fait euh, euh, où on pourrait très bien imaginer qu'un expert comptable en fait crée une communauté client où les clients puissent parler entre eux aussi. Et il y aurait des sujets d'éducation qui pourraient être faits parce que, en fait, certains clients sont plus éduqués en fait sur un sujet qu'un autre. Et puis, le sujet du mécontentement, là, par exemple, moi, je suis en train de changer d'expert comptable parce que je ne me suis pas senti entendu. Et, Mm. euh, et, et, et cette frustration, comme ils n'ont pas de support technique, etc., quand tu es dans une communauté, tu peux venir en fait la déposer. Elle peut être un peu des fois régulée par la communauté parce que des fois c'est juste que on t'a pas bien expliqué quelque chose, etc. Et donc c'est vraiment un espace voilà dans lequel on peut venir déposer des choses, y prendre des choses aussi. Euh, et cet espace-là, on peut l'orienter plus ou moins dans une direction et créer plusieurs espaces. Voilà aussi. Dans une entreprise, on peut avoir plusieurs espaces, donc des espaces communautaires, hein, on parle de ça. Ok, ben merci, merci pour ces tâches sur la partie engagement et animation. Et alors sur la monétisation et Mhm. le retour sur investissement d'une communauté, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez du coup à monitorer? Est-ce que vous arrivez à avoir des KPI, des indicateurs de performance pour mesurer le retour en investissement de ce qui est déployé? Que ce soit là, en l'occurrence chez Canva, ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses en dehors de la thématique Canva? Ouais, alors voilà, selon les communautés, on va pouvoir plus ou moins bien mesurer ça. Sur certaines communautés, ça va être très facile parce que bah, la communauté de ceux qui créent du contenu, on sait exactement combien ils ont créé de nouveaux templates. On sait parmi ces nouveaux templates combien sont pros. On sait combien ils ont généré de revenus par l'utilisation des utilisateurs finaux. Et donc, on sait au final les 80 ou 100 créateurs qu'on a aujourd'hui en France, eh bien, en fait, combien ils peuvent générer de templates, de revenus pour eux-mêmes, de revenus pour les autres. Donc, ça, c'est très facilement mesurable. Sur des communautés comme celle des enseignants, eh ben, oui, il y a des calculs qui peuvent être faits assez facilement. Je fais une pub pour recruter de nouveaux membres dans ma communauté. Donc, je sais quel est mon coût d'acquisition d'un nouveau membre versus ma communauté génère de l'acquisition naturelle. Et ben, donc, je peux estimer qu'à la fin de l'année, j'ai économisé quelques dizaines, milliers d'euros d'acquisition client, puisque j'ai acquis
X nouveaux membres de manière organique, de manière passive en plus sur ma communauté. Euh, Parce que je ne parle pas de créer du contenu organique que je vais déployer sur les réseaux sociaux, ce qui me demande du temps. Là, je parle vraiment des membres de ma communauté parlent à leur père et disent, viens dans cette communauté, elle est top. Donc le referral, en fait, hein. Voilà. Euh, voilà. Après, c'est comme dans tout service, il y a des choses qui vont être tu peux plus mesurer en fait. Est-ce que comment mesurer vraiment l'impact du service marketing ou du service comptabilité ou du service Ouais, c'est clair. financier ou ressources humaines? Voilà. Néanmoins, c'est pas parce qu'on ne peut pas le tracer au centime près qu'il ne crée pas de la valeur en fait au sein de l'entreprise. Mais on a plein d'exemples où, par exemple, on a eu des partenariats qu'on a signés avec des grandes écoles de commerce pour qu'on va, par exemple, par les communautés. D'accord. Ok, super intéressant. Donc, Voilà. ok, des synergies qui se créent et qui sont amenées. Enfin, je le vois tout à fait, hein, c'est le genre de choses qui m'arrivent tous les jours dans la mienne, quoi. Donc, ok. Et En fait, c'est un processus. Moi, je le vois vraiment comme un processus. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans la rue à crier venez acheter mon produit, venez acheter mon client, mon mon produit, service. mon service. Voilà, exactement. Euh, donc, ça, c'est l'audience. Audience pas qualifiée. Hmm. De audience pas qualifiée, on va commencer à venir vers une audience qualifiée, où on va commencer à délivrer notre message à des personnes qui ont plus d'intérêt. Mais ces personnes-là, bien, elles reçoivent plein d'informations de tous les côtés. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut les faire rentrer dans un espace de plus en plus VIP. Donc on va les amener dans un espace où on va faire taire les autres voix en les amener dans la communauté. Donc déjà, la différence entre l'audience qualifiée et la communauté, c'est qu'on passe dans un je délivre au bon endroit, mais il y a encore le brouhaha ambiant, à viens dans notre espace VIP, Hmm. dans notre carré dans la boîte de nuit, là, où ça y est, ok, on est dans un endroit un petit peu privilégié entre nous. Ok. Et même là, à ce niveau-là, on va pouvoir encore ramifier et augmenter l'expérience euh, et jusqu'à attendre d'avoir quelque chose où il y a une qualité de relation. Pour moi, c'est la qualité de relation qui va définir la qualité de la communauté et le niveau de connaissance des membres. Est-ce que tu penses qu'on pourrait dire que la valeur d'une communauté se mesure à la volumétrie des échanges au sein de celle-ci? Ben non, non, parce que je dirais plutôt à la qualité des échanges. Ouais, je suis assez Ouais. d'accord. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et au final, est-ce que ces échanges, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, est-ce qu'ils servent bien à ma destination finale? Hmm. Est-ce que si l'apprentissage, est-ce que mon niveau moyen d'éducation du membre de ma communauté au bout d'un an a pris plus d'eux ou pas? Et sur les autres sujets, voilà, tout peut être mesurable de cette manière-là. Bon ben, ça sera, je pense, le mot de la fin. Mhm. En l'occurrence, la valeur d'une communauté ne se mesure pas à la quantité d'échanges, mais à la qualité de ceux-ci. Euh, je rentre totalement en résonance avec ce point de vue-là aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais ajouter avant de clôturer du coup cette grosse vidéo et pleine de valeurs sur la construction communautaire? Et de rebondissement. Alors attends, je regarde ma petite présentation, voir si il y a un élément clé que j'aurais zappé. D'ailleurs, je vais les couper au montage, mais je vais garder pour la fin, je pense en bêtisier, les interventions impromptues de mes filles. Ça peut être très rigolo. Je l'avais Euh, déjà fait parce que c'est pas la première fois qu'elles me font le coup et c'était assez drôle, ça a été bien accueilli. alors, je peux te partager ça qui peut être pas mal. Alors attends, c'est pas ça, c'est là. Hop. C'est donc 8 raisons de créer une communauté. Génial. Fidélisation Petit accrue des bonus, clients. merci. Voilà, petit bonus. Croissance organique et croissance du chiffre d'affaires.
Comme on peut voir le premier slide de Harvard Business Review, qui a fait une étude dessus, qui est une communauté solide, augmente en général le chiffre d'affaires d'une entreprise de, hop, je vous redonne le chiffre exact, il est là, de 10% à 25%. Donc, on pourra retrouver l'étude menée par la Harvard Business Review euh, sur ce sujet. Et alors que je retrouve le slide, tac, tac, tac. Oui, il y a deux slides qui peuvent être intéressants que je peux vous partager ici. Feedback précieux et continu, innovation collaborative, réduction des coûts, du support technique, de l'acquisition, création de contenu et de marketing authentique, et quelque chose qui est énormément recherché par les utilisateurs aujourd'hui, c'est des créations de contenu authentique, Mm. réactivité aux tendances du marché, puisque directement la communauté est vivante et organique. Donc organique, ça veut dire vivant, c'est un organisme vivant, et la réputation de marque renforcée. Euh, et petit slide, c'est à quel cycle de vie de mon entreprise puis-je intégrer une stratégie de community-led growth? Donc, à la conception, la communauté va aider à la co-création du produit et du service, du benchmarking effectué par la communauté, ou créer un comité de pilotage communautaire, donc comme un comité de pilotage scientifique, par exemple. Au lancement, relais par la communauté au lieu de gros budget marketing, développement commercial pour l'acquisition client. Pour la croissance, l'évaluation produit-service, suggestion de nouvelles features ou offres impulsées par la communauté. Aux phases de maturité, stagnation ou déclin, aussi avec la veille permanente, la communauté va jouer un rôle. Voilà, et donc pour finir, les quatre, c'est les trois conseils clés du coup. C'est vraiment la vision, la vision, la vision, la définir clairement, savoir la transmettre, donc c'est le leadership, soigner son onboarding et co-construire, 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 co-construire. Et voilà. Excellent. Merci Steph beaucoup pour tout ce contenu. Je rappelle du coup qu'on peut te retrouver, te suivre sur LinkedIn et qu'il y a le lien vers ton blog si tu veux bien rappeler le titre. Oui, développe-ta-tribu.blog. Excellent. Donc je vais les mettre à la fois dans la description et en commentaire épinglé. Et puis pour ceux qui ça intéresse, je mets ici le lien vers la vidéo où j'avais interviewé Rémi de Truchy de Verenne qui nous parlait de son plan pour atteindre les 100 millions de patrimoine, notamment grâce à ses business. Merci à tous, merci beaucoup Stéphane et à très bientôt. Allez, bye bye, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.